Bonjour à tous et bienvenue au Gré des Vents. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur un navire dont il me tient à cœur d'en parler, le Standard. Et ce, malgré qu'il soit pris sous le feu de la polémique. Polémique que je traiterai dans un épisode dédié du format Actualité de la marine à voile. Car pour moi cette polémique ne devrait même pas figurer dans l'histoire du Standard. La vidéo sera divisée en 4 parties. Dans la première partie, je vais aborder l'histoire de la frégate originale. Dans la seconde partie, je vous parlerai du commandant Vladimir Martus et de son projet de construire une réplique de la frégate originale. Dans la troisième partie, je vous parlerai de la réplique du Standard sur le plan historique. Dans la quatrième partie, je vous en parlerai sur le plan technique. Et en conclusion de vidéo, je vous parlerai des prochaines vidéos prévues. Mais avant de commencer la vidéo, générique. Le navire original est une frégate légère de 28 canons construite en 1703 à Olonetsk, dans l'actuelle République de Carélie, en Russie. Destiné à opérer dans la flotte de la mer Baltique en tant que navire amiral, le navire portait sur lui tout l'espoir du tsar. On reconnaît aux Russes une capacité encore visible aujourd'hui, c'est la rusticité. Ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe où, dans n'importe quelle condition, là où en Occident, les navires étaient construits dans des chantiers navals en dur. Le Standard sera lui construit en plein milieu d'un champ à proximité de la Svir, une rivière qui donne accès au lac Lagoda qui lui-même, en passant par Saint-Pétersbourg via la Neva, donne accès à la mer Baltique par l'intermédiaire du golfe de Finlande. Il faut dire qu'à l'époque, la Russie n'avait pas grande expérience en termes de construction navale. Mais le tsar avait étudié pendant 5 mois l'art de la construction navale en Hollande, où une frégate fut spécialement conçue pour montrer au tsar comment fonctionne la construction d'un tel navire. Mais cela ne lui convenait visiblement pas. Il se rendit alors en Angleterre, où il acquit des connaissances complémentaires. Il aura également l'occasion de discuter avec plusieurs charpentiers de marine et d'amiraux. Pour s'assurer que le travail puisse être correctement reproduit en Russie, il fit engager pas loin de 500 experts, hollandais et britanniques confondus. Maintenant que les connaissances étaient acquises, il fallut passer de la théorie à la pratique. Et pour cela, le tsar, féru de sciences navales, ne se fit pas attendre pour ordonner en toute hâte la construction, dans un premier temps, de 2 nouvelles frégates sous la supervision de maîtres charpentiers hollandais et anglais. Tellement à la hâte que les chantiers navals ont été improvisés, comme dit en amont, en plein milieu de champs, au bord de la Sia et de la Svir. Tellement la hâte qu'en à peine 5 mois, ce sont 10 navires dont la construction est finalisée, dont le plus gros d'entre eux qui sera choisi comme navire amiral de la flotte. Il en sera l'étendard, son nom était tout trouvé, le Standard. On pouvait alors reconnaître dans sa conception un entremêlement harmonieux de 2 écoles, de 2 visions de la construction navale, hollandaise et anglaise. Le côté hollandais du Standard résidait sous la ligne de flottaison, une forme de coque permettant aux navires de naviguer en eau peu profonde, ce qu'on appelle communément un navire à faible tirant d'eau. Le tirant d'eau étant la hauteur entre la surface de l'eau et le point le plus bas de la coque d'un navire.
Là où la note anglaise vient s'ajouter, c'est sur le gréement, caractéristique des navires anglais de l'époque, mais aussi et surtout sur la quille. La quille, c'est cette pièce. C'est sur elle que tout repose. C'est la première partie à être faite à la construction d'un navire en bois. C'est pour cela que parfois vous pouvez voir au sujet de la construction d'un navire traditionnel qui posait le telle date. La pose de la quille signe symboliquement le lancement du chantier. C'est un peu comme la symbolique de la première brique posée d'un édifice important. Les Anglais avaient ce secret d'avoir des navires qui dérivaient très peu, même quand le vent était au près. Malgré une vitesse lente, ils restaient manœuvrables. Le travail de la quille y est apparemment pour beaucoup. Le Standard avait donc réussi à allier les avantages de l'un et de l'autre en supprimant leurs inconvénients respectifs. Car les navires à faible tirant d'eau, comme les Hollandais, pouvaient évoluer en eau peu profonde, mais avaient apparemment l'inconvénience de dériver beaucoup plus. Alors que les navires avec une quille relativement profonde, comme les Anglais, dérivaient très peu, mais avaient l'inconvénience de ne pas pouvoir accéder aux eaux peu profondes. Le Standard alliait donc faible tirant d'eau et faible dérive, tout en gagnant un point sur la forme de sa coque. Cette impression qu'on l'a écrasée sur elle-même, c'est sa forme qui lui donne un avantage en plus. Il est très large au niveau de la ligne de flottaison et moins élargi au niveau du plat-bord, ce qui donne un angle à la coque, la rendant plus résistante au boulet, sur le même principe que le blindage incliné qui offre 3 avantages. Il permet de doubler le blindage effectif, il augmente les chances de ricochet et n'apporte pas de poids supplémentaire. Là on commence à voir qu'on a quelque chose de sérieux en termes d'innovation pour l'époque. Capacité d'évoluer en eau peu profonde, restant manœuvrant à basse vitesse et avec une coque plus résistante au boulet. À cette époque, allier toutes ces qualités, sans leurs inconvénients respectifs et en un seul navire, était un peu un exploit. C'est l'équivalent pour notre époque de l'invention des fusées réutilisables de SpaceX, une véritable révolution dans son domaine. Bon, bien sûr, ce n'était pas de leur science. Les experts étaient hollandais et anglais, au même titre d'ailleurs que les technologies employées. Cependant, rappelez-vous, il a été construit à la hâte, et il n'est jamais bon de faire un travail à la hâte. Car à peine quelques années plus tard, il est victime de problèmes structurels. Le bois avait été mal séché, il dut être totalement rénové, il a continué de naviguer jusqu'en 1719, où il fut retiré du service actif et entreposé dans le canal de Kronwerk en tant que monument de l'art de la construction navale. Mais le navire, ne faisant plus de carénage et restant là à végéter sans entretien, finit à nouveau par pourrir. Décision est alors prise de le ramener encore une fois à terre pour le rénover. Mais cette fois il avait stagné trop longtemps. Lors de la sortie de l'eau, le navire se brisa en plusieurs parties. Irréparable, il fut alors détruit à contre-cœur. Cependant, l'impératrice Catherine décréta de reconstruire le nouveau Standard, décret qui ne fut jamais appliqué. Du moins, de son vivant. Car ce n'est qu'à l'issue du XXe siècle que ce vieux décret va être exécuté par un homme. Cet homme, c'est Vladimir Martus. Il était alors à l'époque architecte naval de profession et marin de passion. Bercé par l'histoire du Standard de Pierre le Grand, qui est là-bas resté ancré dans l'histoire navale du pays, il se lança dans l'idée de le reconstruire. Alors à ce stade, le projet est plus qu'ambitieux. Nombre de gens de son entourage pensent qu'il n'a pas conscience de ce que cela représente. Sans compter que tout le savoir-faire d'époque a été perdu et qu'il est indispensable à connaître pour reconstruire le navire à l'identique. Mais qu'à cela ne tienne, Vladimir Martus est un homme de conviction. Il a décrété qu'il allait le faire, alors il va le faire. Durant 3 ans, malgré qu'il ne subsistait aucun plan technique du navire d'origine, il se creusa la tête. Épaulé de l'historien Viktor Krennikov, à l'issue des 3 ans et à l'aide de textes d'époque décrivant le navire ainsi que de peintures le représentant, ils parviennent à recréer les plans techniques, desquels ils firent une maquette. Cependant, il fallait tenir compte dans l'équation que le navire devait faire dans ses plans quelques concessions à la modernité, telles qu'une motorisation, mais devait également avoir un confort et une sécurité aux normes modernes. Ainsi, toute la partie extérieure du navire ainsi que le pont supérieur pouvaient rester aussi fidèles que possible à l'original. Cependant, toute la partie se trouvant sous le pont supérieur devra être aménagée avec du matériel moderne pour respecter les normes de sécurité. Les préparatifs étant terminés, place à la construction. Maintenant que les préparatifs étaient terminés, il était temps de lancer le moment le plus excitant, le moment où le projet allait commencer à prendre une forme physique, la construction du navire.
La première étape, c'est de trouver du bois, et pas n'importe lequel. Dans la charpenterie maritime, chaque bois a ses propriétés bien spécifiques. Certains bois exotiques sont parfaits mais sont souvent trop chers, comme le cèdre rouge de l'Ouest qui ne craint aucun champignon mais coûte extrêmement cher là-bas. Il ne faut pas dépenser sans compter mais plutôt dépenser sans perdre, avoir un prix qui vaut la qualité du bois. Le choix du chêne s'imposa naturellement pour la structure, c'est-à-dire pour la quille, les tambours et les membrures. En d'autres termes, c'est l'ossature du navire. Concernant le bois de bordée, en d'autres termes la peau du navire, le temps de réflexion fut un peu plus poussé. Vladimir Martus, en tant qu'architecte naval, savait à quoi il s'exposait s'il faisait des économies sur ce qui ne doit pas l'être, car il sait à quoi sont en proie les navires en bois de mauvaise facture ou construits à la hâte. Il choisit alors le mélèze comme bois de bordée. Les propriétés du mélèze qui intéressent Vladimir Martus sont les suivantes. C'est un bois qui a l'avantage de ne pas pourrir, ce qui évitera au Standard le triste sort de son ancêtre. C'est un bois très durable dans le temps, il est également très résistant aux champignons, sûrement a-t-il pensé à la mérule, et il s'agit également d'un bois qui ne travaille pas trop, c'est-à-dire qui ne gonfle pas au contact de l'eau. Un bateau en bois doit travailler, c'est-à-dire bouger, se tordre, mais s'il ne travaille pas, il casse. D'ailleurs, je vous conseille l'épisode de C'est pas sorcier où il parle de l'hermione, où Jamy explique très bien ce phénomène. Le mélèze donc travaille, mais beaucoup moins, ce qui a l'avantage de ne pas trop détériorer les éléments fixes tels que le calfa, ce mélange de goudron et de chanvre qui fait l'étanchéité du pont et de la coque. Un troisième bois a été choisi, c'est le pin. Un bois qui a des propriétés intéressantes. C'est un bois qui est très léger, flexible, résistant, disponible en abondance et donc très abordable. Le bois parfait pour le gréement. Les mâts, les vergues, les espars et certaines parties de l'accastillage ont été faites donc en pin. Alors petite parenthèse didactique, parce que je sens que j'en ai perdu quelques-uns, on va faire un petit tuto rapide et simplifié pour que tout le monde comprenne, car c'est aussi le but de cette chaîne, aider les gens à comprendre ce qu'ils découvrent. Alors, les mâts, c'est la partie verticale, c'est ce qui tient les vergues. Les vergues, c'est tout ce qui va être horizontal, c'est ce qui tient les voiles. Les espars, alors là je vais peut-être dire une connerie, alors ceux qui savent, corrigez-moi en commentaire si jamais je me trompe, mais un espar, pour moi, sur un gréement à phare carré comme celui du Standard, c'est une extension des vergues qui servent à installer des petites voiles supplémentaires qu'on appelle des bonnettes. Le tout forme ce qu'on appelle le gréement. Ensuite, on peut partir sur tout ce qui va être gréement courant, gréement dormant, mais ça, je vous le réserve pour une vidéo dédiée, où je vous expliquerai tout ça. Hop, fin de parenthèse, revenons à nos capes de mouton. Donc, l'ossature du navire sera faite en chêne, ce qui est assez traditionnel dans la charpenterie maritime. Le bordé sera en mélèze et le gréement en pin. Chêne, mélèze, pin, parfait. Le choix des bois étant fait, il est désormais temps de passer à l'étape suivante. Les trouver. Et oui, parce qu'il faut pas croire que vous allez aller dans votre magasin de bricolage commander plusieurs dizaines de tonnes de bois noble. Si en plus vous leur dites que c'est pour construire une frégate dans votre jardin, je pense que la caissière va s'inquiéter de votre santé mentale. Donc bien évidemment, une fois le choix des bois fait, la prochaine étape est de parcourir les différentes forêts et faire un peu de repérage. Concernant le chêne, ça s'est avéré plutôt simple. Après une demande auprès des autorités forestières en leur exposant le projet, ces dernières acceptent que l'équipe du projet Standard abatte dans les banlieues et les parcs avoisinants des chênes marqués pour l'abattage. Cependant, pour trouver du mélèze dans la région, ça court pas les rues. Ah, quoique, il y a bien un endroit, mais c'est une réserve naturelle, interdiction formelle de couper la moindre branche. Cependant, cette forêt a une petite particularité historique qui va rendre l'équipe du Standard éligible à la découpe de mélèze. Cette forêt a été plantée sur ordre de Pierre le Grand en personne pour la construction navale. Mais une fois la forêt poussée, la marine n'avait plus besoin de bois car les navires étaient désormais en acier. Les autorités forestières ne pouvaient qu'exceptionnellement autoriser la découpe d'arbres pour le navire, car c'est exactement pour ça qu'ils ont été plantés il y a 4 siècles. Alors ils ne purent pas refuser ceux de l'Académie des sciences et de l'Institut des études forestières. Ils accordèrent une autorisation spéciale pour abattre 30 mélèzes pour le Standard. La vieille forêt voyait enfin sa vocation revenir. Quant au pin, il y en a ici et là, abondants mais pas forcément adaptés en taille pour faire des mâts. Mais en cherchant, ils finissent par trouver des pins qui conviennent à Siverskaya. Bon, chêne, mélèze, pin, on a tout, c'est bon. Mais maintenant, va falloir les ramener jusqu'à la Syrie.
Mais ça va pas être aussi simple que ça. Les grumes de 22 mètres de long traînent derrière le grumier. Il va falloir une remorque plus longue. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en Russie. C'est pas des autoroutes bien droites, c'est des chemins de terre. L'expression « la route en Russie, tu te l'as créée », c'est pas tant une expression que ça. Il y a des chemins avec des virages assez serrés, faut pas se louper sur ce qu'on choisit. Qu'à cela ne tienne, on emploie les grands moyens. Et là encore, l'équipe du Standard ne lésine pas sur la qualité. Il faut un engin qui ait les épaules pour cette rude mission. Car la campagne russe, c'est tout sauf une promenade de santé. Autant pour la mécanique que pour les hommes. On réquisitionne alors une remorque forestière extra longue, et pour tracter les dizaines de tonnes de bois sur un sol boueux, un ZIL 157, légendaire franchisseur soviétique réputé mécaniquement indestructible, devenu célèbre pour avoir réussi à passer dans les endroits les plus infranchissables. C'est une valeur sûre pour être certain que les précieuses grumes arrivent à bon port et ne finissent pas enlisées au milieu de nulle part. Les grumes sont amenées à la scierie la plus proche et sont débitées en billes. Seulement voilà, un problème survient. Les billes de 12 mètres de long ne rentrent pas dans la machine servant à sécher le bois. Il va falloir user d'ingéniosité. Ce dont l'équipe du Standard ne manque pas. Ils parviendront donc alors à faire rentrer les billes manuellement et seront séchées. Ensuite, on troque la remorque à grumes contre une remorque plateau. On charge et direction le chantier. La construction pouvait enfin débuter pour de vrai. Mais il fallut revoir toutes ses connaissances et se documenter dans les livres et archives sur les techniques utilisées à l'époque, car il n'existe aucune machine moderne capable de tailler des pièces d'une telle envergure. Le travail se fit alors uniquement à la main et en utilisant les outils et techniques de l'époque. La quille a été posée le 4 novembre 1994, le Standard étant historiquement un navire militaire, certes d'une autre époque, mais il n'en reste pas moins un bâtiment de guerre. La pose de la quille fut célébrée par une modeste cérémonie pour le 298e anniversaire de la fondation de la marine russe. Le 8 avril 1995, c'est au tour de la première membrure d'être mise en place. Cela a été célébré et en respect d'une ancienne tradition russe de cette époque, la quille, les tambours et la membrure ont été bénis. L'année qui suivit a signé la partie la plus compliquée, la fabrication et l'assemblage des 44 membrures sur la quille. C'est un travail de forçat, mais qui est assez bien fait. Au-delà de travailler le physique, ça travaille aussi le mental, la motivation, le dépassement de soi, la fierté du travail accompli. Plus les mois passaient et plus il y avait de jeunes hommes qui rejoignaient le chantier. Le bouche à oreille a fait son office. Ces jeunes, attirés par ce projet fou, sont venus prêter main forte à l'équipe du Standard, animés par la volonté de participer à la construction de quelque chose de grandiose et de la fierté de créer quelque chose de leurs propres mains. Les journées sont éreintantes. En fin de journée, la fatigue est extrême. Mais c'est de la bonne fatigue. Malgré que l'épuisement est total, on se sent heureux, fier de se donner à fond pour ce projet. Les mois passent et en avril 1996, chacun voyait son travail se matérialiser en quelque chose d'impressionnant. Le navire prenait forme. Quoi de mieux pour redonner encore plus de motivation? Et ça tombe bien, car arrivait la partie du travail qui demandait une cadence soutenue. Les unes après les autres, les planches étaient étuvées, cintrées, puis posées en 15 minutes, grand maximum. Une tâche qui demande de la rapidité et aussi et surtout de la précision, car l'ajustement précis des pièces était crucial pour assurer la bonne étanchéité de l'ensemble. Plus le chantier avançait, et plus tout un chacun gagnait en motivation. Mais plus le chantier avançait, plus il se complexifiait aussi. Il fallut construire une forge pour fabriquer des clous spéciaux, ainsi que des ferrures, puis construire un atelier pour la fabrication du gréement, puis une voilerie, un atelier de sculpture pour l'ornement de la poupe et des sabords. C'est littéralement plusieurs chantiers en un et en simultané. Parlons des sculptures, tiens. Regardez-moi cette beauté. De mémoire d'homme, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un tel ornement de poupe. Je trouve qu'aujourd'hui, les navires sont trop aseptisés. À l'époque, on savait faire des chefs-d'œuvre. Les navires étaient de véritables œuvres d'art flottantes. Y a rien à faire. Les voiliers traditionnels en bois comme ça, ils ont une aura et une prestance qu'aucun navire moderne n'aura jamais plus. Et c'est dommage, mais quoi qu'on en dise, heureusement qu'il reste des passionnés assez fous comme eux pour se lancer là-dedans. Alors en ce qui concerne le gréement, il n'a pas pu être fabriqué dans les matériaux d'origine. Les cordages en chanvre et les voiles en lin sont en proie à la pourriture rapide et se désintègrent.
Changer la toile et les cordages tous les 6 mois n'est économiquement pas viable. Quoi qu'il en soit, ça y est. Au mois de mai 1998, chacun sur le chantier se rend compte qu'ils l'ont fait. Le Standard est achevé. Il est inauguré en grande pompe le 30 du mois par tout le gratin des investisseurs en présence du gouverneur de Saint-Pétersbourg de l'époque, Vladimir Yakolev. Il remettra alors symboliquement l'étendard royal. Quasiment 6 ans auront été nécessaires pour édifier ce bout d'histoire. Les charpentiers en herbe que tout un chacun était au début du chantier sont devenus de véritables charpentiers de marine professionnels. Il ne reste plus que la mise à l'eau. Mise à l'eau qui... comme d'habitude, il n'y a rien de simple pour un projet pareil. Il ne peut pas être lancé traditionnellement depuis une cale, car il n'y en avait pas. Du moins pas encore. Le quai était encore en cours de construction. Il va à nouveau falloir un peu d'ingéniosité et beaucoup d'huile de coude, ce qui, au fil des années, l'équipe du Standard a parfaitement acquis. Le navire a été placé sur 2 grands plateaux dolly, initialement prévus pour transporter au mieux un engin tel qu'une pelleteuse. On décide d'y mettre une frégate de 220 tonnes, de 7 mètres de large et de 25 de long. Je me permettrai de vous dire la phrase culte d'internet « C'est normal en Russie !» Sauf qu'en attendant, aussi improbable soit-il, ça marche. Par quel miracle, j'en ai aucune idée, mais ça marche. Là-bas tu peux être sûr que t'es pas ingénieur pour rien. Le navire sera acheminé jusqu'au bord de l'eau par le seul engin soviétique capable de tracter plus de 200 tonnes sans faiblir, et parce qu'on est toujours en Russie, le tracteur de missiles balistiques MAZ 537. Je tenais à le préciser parce qu'il n'y a qu'en Russie qu'on voit des trucs pareils. Dans n'importe quel autre pays, j'ai jamais vu qu'on appelait les forces militaires stratégiques pour mettre un bateau à l'eau. Enfin bref, c'était le petit détail que je trouvais drôle quoi, voilà. Le Standard sera officiellement lancé le 4 septembre 1999 sous les yeux de 40 000 spectateurs et de toute l'équipe du Standard. Un moment puissant, l'aboutissement d'années de travail sous la neige, le vent, la pluie, tellement d'efforts qui ont été investis. La grue portuaire soulève le Standard et le met à l'eau pour la première fois. Toute l'équipe retient son souffle. Ça va être le bilan de 6 ans de travail acharné. La grue descend le Standard dans l'eau, le lâche, et... il flotte. Il flotte parfaitement. Alors là, c'est la folie dans leur tête. Voir leur travail qui aboutit enfin en quelque chose de fonctionnel, de navigable. Enfin, navigable, c'est pas encore le moment de se relâcher. Il faut encore installer la motorisation et installer le gréement complet. Mais le plus gros est fait. La question angoissante de « va-t-il flotter ?» a trouvé une réponse satisfaisante, relançant de plus belle la motivation de nos fiers bénévoles qui se remettent au travail. Pendant 1 an, chacun travaillera aux finitions. L'installation des instruments de navigation, de la motorisation, la confection des intérieurs comme les cabines et le carré, ou encore la cuisine ont été aménagés. Et la pièce finale du puzzle, le reste du gréement, est installé avec cordage et voile. Ça y est pour de bon cette fois, il est entièrement fini, totalement fonctionnel. Il pouvait enfin prendre la mer pour son voyage inaugural. Ah, mais voyage en mer, c'est bien beau, mais faut un équipage. Sans équipage, pas d'appareillage. Bien évidemment, vous vous en doutez peut-être, l'équipage qui sera choisi sera exactement les bénévoles passionnés qui ont redonné leur sueur et leur énergie durant 6 années consécutives pour créer ce navire de toutes pièces. Et aujourd'hui, pour la première fois, ils vont faire naviguer leur création. Aujourd'hui encore, certains membres permanents de l'équipage du Standard sont ceux qui en ont posé la première pièce en 1994. Quand on connaît son histoire, on ne peut que respecter ce navire, son équipage et son capitaine, qui l'ont tous construit à la sueur de leur front. Concernant ses spécificités techniques, vous en avez eu quelques-unes au cours de la vidéo, et on va rassembler tout ça en une fiche technique. Concernant sa classe, c'est une frégate légère. Au niveau de la coque, il s'agit d'une coque en chêne et mélèze d'une longueur de 26 mètres, avec une largeur de 7 mètres et un tirant d'eau de 3,30 mètres. Donc pour rappel, le tirant d'eau, c'est ce qui désigne la hauteur entre la surface de l'eau et la partie la plus basse de la coque, qui est donc la quille. En ce qui concerne son gréement, c'est un gréement dit 3 mâts carré,
Concernant le détail, si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, il possède un mât de Beaupré qui est celui-ci. On le considère comme un mât car il porte une vergue et une voile si je ne me trompe pas. Je n'ai pas l'impression qu'il porte de foc, mais qu'à la place, il porte sur une vergue une petite voile carrée qu'on appelle la civadière. On n'en voit plus aujourd'hui car elle a été rendue inutile par les phoques et autres voiles d'été. Les voiles d'été, ce sont ces petites voiles triangulaires qui sont montées dans le sens de la longueur du navire, comme on le voit sur cette image du Belem, ayant uniquement établi ses voiles d'été. Belem qui n'est pas un 3-mâts carré, mais un 3-mâts barque. Mais on va pas rentrer dans le détail des gréements ici, surtout que les 3-mâts, rien que ça mériterait 3 saisons complètes en 35 épisodes. Mais pour ceux que ça intéresse, je prévois des vidéos dans le format dédié à la vulgarisation technique, qui arrive bientôt. Ensuite, le mât de misaine, qui est celui-ci, qui porte, si je ne mélange pas, corrigez-moi dans les commentaires si c'est le cas, la voile de misaine, le hunier de misaine et le petit perroquet. Nous avons ensuite le grand mât, qui porte la grand voile, le grand hunier et le grand perroquet. Ensuite, hop, on voit une petite voile d'été qui se balade là. Alors celle-là, elle m'intrigue un peu. Si je me trompe pas, c'est celle qu'on appelle la voile d'été d'Artimon. Mais la voile d'été d'Artimon, sa drisse passe normalement par-dessous la voile de perroquet de fougue, qui est celle-là. Sauf qu'ici, la drisse passe par-dessus, donc j'aurais tendance à penser que ce serait plutôt l'été de perroquet de fougue, autrefois qui était appelée la marquise, si je confonds pas. Là, je vous avoue que ça m'intrigue. J'aimerais bien savoir l'avis des connaisseurs pointus des gréements carrés, parce que je vous avoue, je connais pas trop. Alors ensuite, on arrive au mât d'Artimon. Alors si comme moi au début, vous n'arrivez jamais à vous souvenir lequel est où, entre la misaine et l'Artimon, j'ai un moyen mémotechnique pour vous. Dans Artimon, il y a le ar de arrière. Le mât d'Artimon, c'est donc celui qui est à l'arrière. Ce mât d'Artimon donc, qui porte ce que je présume être une marquise donc, ensuite le perroquet de fougue et la voile d'Artimon. Concernant les mâts, ils sont en pin. Le grand mât culmine à 33 mètres de haut. Concernant les voiles, je n'ai pas de détails sur leur composition. Bon, le gréement, c'est fait. Ah, ça a duré un peu plus longtemps que la Croix du Sud, hein. Alors du côté de son tonnage, ça tourne autour des 220 tonnes. Et oui, le bois, ça pèse lourd, mais c'est costaud. En termes de motorisation, il est propulsé par deux moteurs inboard diesel TAMD 122P de chez Volvo Penta, développant chacun 560 chevaux, équipés d'un réducteur IRM 311A. L'alimentation électrique, quant à elle, est assurée par un générateur électrique de 32 kW sortant du 220 volts. Au niveau des instruments de navigation et de communication, un compas, bien évidemment, un GPS, un transpondeur AIS, qui est un appareil qui permet de donner la position du navire en temps réel, une VHF marine fixe, qui permet de communiquer avec les autres navires et ou les autorités portuaires et maritimes sur les canaux radio dédiés. Et enfin, plusieurs VHF portables pour l'équipage. Sur un 3-mâts, ça permet de communiquer sans devoir hurler à celui qui est tout en haut du mât, ou tout à l'avant du navire. Et même en hurlant, parfois on n'entend rien. Le bruit des vagues et du vent qui siffle dans la mâture peut couvrir les voix. Ce qui fait que parfois, tu ne comprends pas quelqu'un qui est à 5 mètres de toi. Alors à pas loin de 30 mètres, tu penses bien qu'on t'entend même pas. Comme dirait l'autre, c'est pas quand on sera dématé qu'il faudra ferler la toile. Ferler la toile en gros, ça veut dire rentrer les voiles, les replier pour ne pas qu'elles prennent le vent. Car quand le vent souffle fort, rester toute toile dehors peut exercer trop de tension et casser les mâts. On appelle ça démater. À ne pas confondre avec le dématage à quai, où les mâts sont enlevés pour être entretenus ou réparés. Et voilà, on arrive doucement à la fin de cette vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout aussi n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour être notifié des actualités et des vidéos. Et moi ça me permet aussi d'avoir un peu plus de visibilité. La prochaine vidéo du format Histoire devrait normalement traiter du 3-mâts le français, mais chronologiquement, la prochaine vidéo qui sortira après celle-ci sera une vidéo du format Actualité de la marine à voile, où je vous expliquerai la polémique du Standard. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout et nous on se retrouve à la prochaine escale. Puissent les vents vous être favorables.
Vizieroje, la la